La liberté est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Il est des matins où le réveil ne sonne pas, où l'inertie du corps prend le pas sur la volonté de faire face au jour, et l'on se lève, non par élan, mais par simple mouvement automatique, comme poussé par une force invisible qui décide pour nous de la suite des événements. Le café coule, les gestes se répètent, et l'on se retrouve devant le miroir à fixer un visage familier qui pourtant, parfois, renvoie l'image d'un inconnu, d'une présence étrangère à soi-même. Ce sentiment étrange de voir sa vie défiler sans y être pleinement ancré, de répondre par convention à des attentes dont on a oublié l'origine, traverse chacun de nous à des degrés divers. C'est une dissonance subtile, un frottement intérieur qui nous dit que quelque chose ne s'aligne pas, que l'on joue un rôle dont on n'a pas lu le script complet. Cette distance entre soi et le monde, cette légère anesthésie face aux émotions que la société exige, ce malaise qui nous pousse à nous demander si nos réactions sont bien les nôtres ou le fruit d'une habitude profondément ancrée, est une expérience universelle. On sourit quand il le faut, on s'attriste par conformité, on se laisse porter par le courant des jours sans jamais vraiment choisir sa propre direction. La vie devient alors une succession d'instants subis, où la quête de sens se heurte à une indifférence douce, presque confortable, qui nous dérobe à l'intensité du vécu. C'est un état de flottement, une marche au ralenti dans le grand théâtre de l'existence, où les acteurs autour de nous semblent connaître leur partition à la perfection, tandis que nous hésitons, muets, au bord de la scène. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de L'étranger d'Albert Camus, non pas comme d'un simple roman analysé, mais comme une radiographie incisive de cette condition humaine, de cette sensation d'être un voyageur égaré dans sa propre histoire. L'œuvre de Camus ne se contente pas de raconter, elle met en lumière les recoins de notre conscience où résident l'absurdité et la liberté la plus brutale. Elle nous force à nous confronter à ce personnage iconique, Meursault, un homme dont l'indifférence radicale face aux conventions et aux émotions établies devient une énigme, une provocation silencieuse qui résonne encore avec une acuité troublante dans nos vies modernes. En plongeant dans les profondeurs de ce récit, nous découvrirons que l'étrangeté de Meursault n'est pas seulement la sienne, elle est aussi le reflet grossissant d'une part de nous que nous préférons souvent ignorer. Elle interroge notre propre authenticité, la manière dont nous naviguons entre les attentes du monde et les vérités intérieures, souvent inconfortables, que nous portons. Le texte de Camus, avec sa langue sèche et dépouillée, comme une lame exposant la chair à vif, nous oblige à démasquer nos propres automatismes, nos propres mensonges de complaisance. Il ne s'agit pas de juger Meursault, mais de le laisser nous troubler, nous déranger, afin que son histoire, par son caractère extrême, puisse éclairer les nuances de notre propre rapport au réel, au temps, aux autres. Le véritable enjeu de cette exploration n'est pas de trouver une leçon de morale, mais de sentir comment un homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, qui tue sans haine et sans préméditation apparente, et qui vit le procès de sa vie comme un spectacle dont il n'est pas l'acteur principal, parvient à nous révéler la fragilité des fondations sur lesquelles nous construisons nos existences. Camus nous confronte à la possibilité d'une vie dépouillée de tout artifice, une vie vécue au présent le plus nu, où chaque instant se présente sans filtre, sans le confort des explications toutes faites ou des conventions sociales. Cette confrontation, d'abord choquante, devient peu à peu une porte d'entrée vers une interrogation plus fondamentale sur le sens, ou son absence, dans un monde qui souvent nous échappe. Nous ne cherchons pas ici à donner des réponses définitives, mais à embrasser le trouble que suscite ce roman, à le laisser infuser notre propre réflexion. Il nous invite à questionner la nature même de nos liens avec le monde, la validité de nos émotions, et la façon dont nous construisons notre identité face à l'indifférence fondamentale de l'univers. C'est un cheminement qui, loin de nous éloigner du réel, nous y ramène avec une acuité nouvelle, nous forçant à regarder en face ce qui est. Il est des moments où la vie nous confronte à des rituels immuables, des passages obligés où l'on se sent contraint de revêtir les masques de la bienséance, d'afficher des émotions que le cœur ne ressent pas toujours avec l'intensité requise. Imaginez-vous à un enterrement, entouré de visages endeuillés, d'un silence lourd de chagrin, et au fond de vous, une étrange vacance, une absence de larmes ou de cette douleur lancinante que la situation semble exiger. On s'observe alors, on se scrute, se demandant si l'on est normal, si l'on est capable de ressentir ce que tous les autres manifestent avec une si parfaite concordance. Cette performance du deuil, cette attente sociale que l'on se doit de satisfaire, peut créer une fissure intime, un malaise silencieux où l'on se sent soudainement étranger à sa propre réaction, à son propre cœur. C'est précisément dans cette faille, dans ce décalage saisissant entre l'attendu et le vécu, que se révèle la figure singulière de Meursault dès les premières lignes de L'étranger. Son récit débute par cette phrase presque clinique, d'une neutralité désarmante, une observation plus qu'une lamentation. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas, cette incertitude temporelle, cette absence de souci pour la date exacte de la disparition de celle qui lui a donné la vie, nous plonge d'emblée dans une perception du monde radicalement différente de la nôtre. Il n'y a pas de pathétique, pas d'émotion grandiloquente, juste une constatation sèche, presque indifférente,
qui bouscule toutes nos conventions sur le deuil filial. Le roman nous invite alors à suivre Meursault dans les détails les plus triviaux de ses funérailles, des moments qui, pour la plupart des gens, seraient chargés d'une lourde gravité émotionnelle. Il prend le bus pour l'asile, il se soucie de la chaleur accablante, il partage une cigarette et un café au lait avec le concierge, sans un mot sur la défunte, sans une larme versée. On attend une explosion de chagrin, une prise de conscience, mais il n'y a que le bruissement du vent dans les palmiers, la buée du café sur ses lèvres. Cette focalisation sur les sensations physiques immédiates, sur la trivialité du présent, au détriment de la charge affective attendue, est une première clé pour comprendre son étrangeté. Il ne s'agit pas d'un refus délibéré de ressentir, mais plutôt d'une incapacité ou d'une indifférence naturelle à attribuer aux événements une valeur émotionnelle prédéfinie. Le malaise s'accentue lorsque Meursault décrit la veillée funèbre, cette chambre ardente où le corps de sa mère repose. Son regard, loin de se poser sur le cercueil avec recueillement, observe les visages des vieillards présents, leurs mouchoirs, leur manière de s'asseoir. Il note la femme qui sanglote à côté de lui sans parvenir à partager son chagrin, le trouve même agaçant par moments. La fatigue le gagne, il s'endort. Ce qui nous apparaîtrait comme un affront, un sacrilège, est pour lui une simple manifestation de son corps, de ses besoins élémentaires. Il ne simule pas, il ne joue pas. Il est là, entier, dans son expérience brute, non filtré par les lentilles de la bienséance sociale ou de l'empathie conventionnelle. Cette absence d'affectation, cette nudité émotionnelle, n'est pas une absence de vie, mais une vie vécue sur un mode différent. Meursault est attentif aux détails sensoriels, à la lumière, à la chaleur, au bruit, au visage. Comme le soulignait Marc Aurèle, il nous arrive de ne pas voir les choses pour ce qu'elles sont en soi, mais pour l'interprétation que notre esprit leur donne. Meursault semble percevoir le monde avec une sorte de transparence radicale, sans le voile des jugements de valeur ou des émotions préfabriquées. Le corps de sa mère morte n'est pas le réceptacle d'un passé émotionnel intense, mais un fait. Sa perception est celle de l'instant, détachée de toute chaîne causale émotionnelle, de toute projection sentimentale. Le chemin vers le cimetière, sous un soleil aveuglant qui écrase tout sur son passage, devient un véritable calvaire physique pour lui. La sueur, la soif, la lumière ardente, tout cela prend le pas sur la solennité de l'événement. Son corps souffre, et cette souffrance physique est la seule réalité palpable. Il ne pleure pas, car la douleur intérieure, celle du deuil, semble avoir été éclipsée par cette agression sensorielle du monde extérieur. C'est comme si l'environnement, dans sa brutalité, venait s'interposer entre lui et le chagrin attendu, le rendant plus attentif à l'éclat du ciel qu'à la terre fraîchement remuée. Son étrange sérénité face à la mort de sa mère se transforme alors en une sorte de pure présence physique, une présence au monde qui exclut toute intériorité convenue. L'après-midi du deuil, après l'enterrement, au lieu de se recueillir ou de céder au vide, Meursault se baigne et rencontre Marie, avec qui il se lie physiquement. L'idée même de l'engagement, du mariage, lui semble une simple proposition, un fait parmi d'autres, qu'il accepte parce que cela ne change rien. Cette capacité à passer d'un événement supposément déchirant à une relation légère, sans transition émotionnelle apparente, choque profondément le lecteur. Il ne s'agit pas de légèreté par malice ou insensibilité voulue, mais d'une continuité dans sa perception du temps qui est un éternel présent, où les événements ne s'enchaînent pas par leur signification émotionnelle, mais par leur simple succession factuelle. Ce n'est pas qu'il n'aime pas sa mère, ou qu'il soit dépourvu de toute capacité d'affection. Simplement, sa manière d'être au monde ne correspond pas aux catégories que la société a élaborées pour exprimer l'amour, le chagrin ou l'attachement. Son absence de larmes, ses gestes désinvoltes, ses paroles neutres sont autant de preuves pour le monde extérieur d'une monstruosité morale, d'un cœur sec. Mais pour lui, il ne fait qu'exister, sans filtre ni artifice. Cette première confrontation à la mort de sa mère, et sa réaction inadaptée, est le germe de sa condamnation future. C'est l'acte fondateur de son étrangeté, le moment où il s'éloigne irrémédiablement des sentiers battus de l'humanité tels que nous la définissons. Cette indifférence apparente, ce détachement face au plus grand des chagrins, n'est pas une simple curiosité psychologique. Elle est la première pierre d'un édifice bien plus vaste, celui d'une philosophie qui interroge la place de l'homme dans un univers fondamentalement muet, un univers qui ne répond pas à nos attentes de sens. Meursault, par sa seule existence, par sa manière d'être au monde sans justification ni masque, nous pousse à considérer la minceur de la pellicule de convention sur laquelle nous marchons et la violence avec laquelle le monde réagit quand l'un de ses membres refuse de jouer le jeu. La suite de son histoire nous montrera comment cette première faute contre les sentiments attendus va résonner et se magnifier, le conduisant vers un destin que son indifférence initiale avait déjà silencieusement tracé. Nous passons nos vies à tisser des liens, à chercher la reconnaissance dans le regard de l'autre, à projeter nos désirs et nos peurs sur le terrain fertile des relations humaines. Nous nous efforçons de comprendre, de sympathiser, d'aimer,
convaincu que notre bonheur, notre sens même, réside dans cette capacité à nous connecter, à partager des émotions et des projets. Il est naturel d'aspirer à l'amour, à l'amitié, à une place dans la communauté, de trouver un écho à notre propre existence dans le miroir des interactions quotidiennes. Mais que se passe-t-il lorsque ce besoin fondamental d'appartenance, cette quête de résonance émotionnelle, ne s'impose pas avec la même force, lorsque l'autre apparaît comme une simple présence parmi d'autres, sans exiger cette adhésion profonde que nous jugeons indispensable? C'est dans cette perspective étonnamment désenchantée que Meursault aborde le monde qui l'entoure, ses relations prenant la couleur d'une observation plutôt que d'un engagement. Après les funérailles de sa mère, sa vie reprend un cours qui, pour lui, ne semble pas fondamentalement altéré. Il retrouve Marie, cette ancienne dactylo avec qui il a une relation physique, une présence charnelle qui lui apporte une forme de satisfaction immédiate, sans que son esprit ne se projette au-delà du plaisir partagé. Elle lui demande s'il aime, une question lourde de promesses et d'attentes pour la plupart des êtres. Meursault, avec sa franchise désarmante, répond simplement qu'il ne pense pas, mais que cela ne veut rien dire, que naturellement il ne l'aimait pas. Il ne voit pas la nécessité de se conformer à un langage sentimental qui ne correspond pas à ce qu'il ressent, à cette appréciation simple de sa compagnie, de sa peau, du soleil sur leur corps. Cette acceptation de l'autre sans le fardeau des sentiments attendus se manifeste encore plus crûment lorsque Marie évoque le mariage. La proposition est lancée comme une simple idée, une option parmi d'autres. Pour Meursault, cela ne changeait rien à sa vie. Et s'il fallait se marier, il le ferait. Cette absence de passion, d'élan, de ce grand « oui » que l'on attend lors d'une telle décision, est pour Marie un point d'interrogation, une source de légère perplexité. Mais pour Meursault, c'est la pure logique de son être. Il n'y a pas de projet commun au sens où nous l'entendons, pas de construction d'un futur partagé qui serait plus désirable qu'un autre. Il est dans l'instant, et l'idée du mariage n'est qu'un arrangement pratique, sans implication émotionnelle particulière, comme s'il s'agissait de choisir un plat au restaurant. Cette indifférence aux catégories sociales et morales l'amène également à s'engager, presque malgré lui, dans une relation avec Raymond Sintès, un voisin connu pour ses mœurs douteuses. Raymond est un homme violent, un proxénète qui maltraite sa maîtresse. Pour le sens commun, un tel individu serait à fuir, à réprouver. Mais Meursault ne juge pas. Il écoute Raymond raconter ses tourments, ses plans de vengeance, sa colère. Il ne partage pas son indignation, ne condamne pas ses méthodes. Quand Raymond lui demande d'écrire une lettre pour manipuler sa maîtresse, Meursault s'exécute, simplement parce qu'il n'y voit pas de raison de ne pas le faire. Ce n'est pas de la complicité au sens moral du terme, mais une assistance neutre, détachée, qui ne s'encombre d'aucune considération de bien ou de mal. Il assiste à la scène de l'agression de la femme par Raymond, là encore, sans intervention, comme un spectateur passif d'un drame qui ne le concerne pas intimement. À l'opposé de cette violence, mais tout aussi singulière, se trouve la figure du vieux Salamano, le voisin de Meursault, et son chien. Salamano est un homme solitaire, tyrannique avec sa bête, qu'il injurie et bat sans relâche. Pourtant, une étrange et profonde affection les lie. Quand le chien disparaît, Salamano est désemparé, perdu, et c'est à Meursault qu'il confie son chagrin, ses larmes même. Meursault, qui n'avait pas pleuré sa propre mère, écoute le vieil homme, observe sa détresse avec une certaine forme de curiosité bienveillante, sans jamais le juger pour sa cruauté passée. Il lui offre même un peu de café. Cette scène est révélatrice. L'empathie de Meursault n'est pas celle que l'on attendrait. Elle n'est pas conditionnée par la moralité de l'autre, mais par une présence brute à sa souffrance, sans chercher à l'analyser ou à la hiérarchiser. Il voit l'homme, sa douleur, sans le filtre du jugement social. Cette acceptation inconditionnelle du réel, cette absence de grille de lecture morale préétablie, est ce qui rend Meursault si déroutant. Selon les mots de Sénèque, nous nous torturons souvent plus par l'opinion que par la réalité elle-même. Meursault, lui, semble vivre dans la réalité brute, sans opinion, sans ce vernis interprétatif que nous appliquons constamment pour donner sens à ce qui nous entoure. Il ne s'élève pas contre l'injustice de Raymond, il ne s'émeut pas du sort de la maîtresse battue, il ne condamne pas l'étrange affection de Salamano pour son chien. Il observe, il est là, présent à l'événement, sans que son monde intérieur ne soit bousculé par des considérations éthiques ou des attentes sentimentales. Mais cette neutralité, si elle permet à Meursault d'être authentiquement lui-même, sans les artifices de la bienséance, est aussi ce qui le rend profondément vulnérable aux yeux du monde. Sa participation passive au démêlé de Raymond avec sa maîtresse et son frère finit par le placer dans une position délicate, une position d'où la tragédie va inexorablement éclore. C'est l'été, le soleil cogne sur Alger, et la tension monte, portée par la chaleur écrasante et les rancœurs accumulées. Chaque interaction de Meursault, chaque acceptation tacite, chaque geste dépourvu de jugement, tisse la toile de son destin, sans qu'il en ait conscience, sans qu'il en perçoive les implications dramatiques à venir. Il ne fait que suivre le cours des choses, mais ce cours,
pour lui, s'accélère, entraînant avec lui des forces qu'il ne comprend pas, qu'il ne cherche même pas à maîtriser. Imaginez un de ces jours d'été où le soleil ne se contente pas de briller, mais écrase tout, pèse sur les épaules, aveugle le regard et dessèche la gorge. C'est une chaleur si intense qu'elle semble annuler toute pensée, toute volonté, réduisant l'être à une pure sensation physique, une lutte contre l'éblouissement et l'étouffement. Sous un tel ciel, les nerfs sont à vif, les humeurs s'assombrissent, et la moindre contrariété prend des proportions démesurées, transformant un simple désagrément en une agression insupportable. Le monde se réduit alors à cette lumière crue, à cette oppression physique qui anesthésie l'esprit tout en exacerbant les sens. C'est dans cette atmosphère lourde, quasi palpable, que se déroule le moment charnière de l'étranger, l'instant où l'indifférence de Meursault bascule dans l'acte irréversible, le meurtre de l'Arabe. La chaleur, déjà présente lors de l'enterrement de sa mère, devient ici une entité à part entière, un personnage silencieux et omniprésent qui guide, ou du moins influence, les gestes des hommes. Meursault, Raymond et Marie se rendent à la plage chez Masson, un ami de Raymond. L'ambiance est à la détente apparente, au bain, à la camaraderie simple. Mais l'ombre des conflits passés avec les frères de la maîtresse de Raymond plane, et bientôt, la confrontation physique éclate sur la plage. Raymond est blessé par le frère de sa maîtresse, un Arabe. La tension est à son comble. Meursault prend l'initiative de porter Raymond au dispensaire, puis de le raccompagner à la maison. Raymond insiste pour retourner sur la plage, armé de son revolver, avec l'intention de se venger. Meursault parvient à le raisonner, à lui prendre l'arme. Ici, on pourrait déceler une première esquisse de moralité, un geste qui vise à éviter le drame. Pourtant, la motivation de Meursault n'est pas guidée par une conviction morale profonde, mais plutôt par le désir d'éviter une scène désagréable, de rompre avec l'ennui ou l'absurdité de la situation. Son esprit, à ce moment, n'est pas traversé par la pensée du bien ou du mal, mais par l'inconfort de la chaleur et le désir de tranquillité. Ce désir de paix est éphémère. Alors qu'il remonte la plage seul, après avoir laissé Raymond, Meursault se retrouve une nouvelle fois face à l'Arabe qui a blessé son ami. L'homme est seul, immobile, adossé à un rocher, sa propre lame à ses côtés. Le soleil frappe Meursault de plein fouet, un soleil qui, comme le soulignait Camus lui-même, est la cause et non l'absolution. La scène est presque hypnotique, irréelle. Meursault, épuisé, aveuglé par la lumière, sent son corps se tendre, les gouttes de sueur rouler sur son front et brouiller sa vision. Il est pris au piège de cette atmosphère incandescente, de cette immobilité oppressante. C'est alors qu'il fait un pas en avant, puis un autre. La chaleur monte du sable, le soleil danse sur la lame du couteau de l'Arabe, renvoyant des éclats de lumière dans ses yeux. Il y a une sensation d'irréel, d'un événement qui se déroule hors de sa volonté. Sa tête est assourdie, sa gorge est serrée. La chaleur est intenable. C'est comme une main invisible qui le pousse, le submerge. Et sans une pensée précise, sans haine, sans même un accès de rage, il tire. Le premier coup de feu est tiré, rompant le silence pesant. L'Arabe s'écroule. Mais l'absurdité ne s'arrête pas là. Meursault, après une pause, tire 4 autres coups, 4 coups inutiles, superflus, sur le corps déjà sans vie. Ces 4 coups supplémentaires sont la clé de l'étrangeté de l'acte. Ils ne sont pas motivés par la peur, par la nécessité de se défendre ou par une volonté meurtrière délibérée. Ils sont comme une décharge électrique, une impulsion absurde déclenchée par la tension du moment, par la chaleur, par le vertige. Pour Meursault, c'est comme s'il frappait à la porte du malheur, comme s'il scellait son destin par ces coups de feu réverbérant sous le soleil. Il ne pense pas aux conséquences, ne ressent pas de remords immédiat, juste la sensation que l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage écrasée par le soleil, venait d'être rompu par son geste. L'explication qu'il donnera plus tard, au juge, sera à l'image de son être, c'est à cause du soleil. Cette phrase, si absurde aux oreilles de la justice et de la morale commune, est pour lui la vérité la plus nue. Ce n'est pas une excuse, mais une tentative d'exprimer ce qu'il a réellement vécu, cette fusion de la sensation physique avec l'acte tragique. Comme le ferait un peintre qui, cherchant à capturer l'essence d'un paysage, dirait que le vent a soufflé sur ses couleurs. Pour lui, la cause est là, palpable, externe, physique, plutôt qu'interne, psychologique ou morale. Cet acte, dénué de passion et de haine, est à la fois le plus absurde et le plus significatif du roman. Il révèle un homme qui agit non par idéologie ou par calcul, mais par une sorte de fatalité sensorielle. Il est emporté par les forces élémentaires du monde, par cette chaleur qui brouille les distinctions, qui rend les contours incertains, qui dissout les frontières entre soi et l'environnement. Le meurtre n'est pas un choix, mais une résultante, une conséquence directe de son rapport au monde, de sa réceptivité brute à ses stimulations. C'est l'acte qui le jette dans les rouages de la justice des hommes, mais c'est aussi l'acte qui, paradoxalement,
va le conduire à une forme de lucidité insoupçonnée. Le soleil, ce complice aveuglant, a non seulement provoqué le geste, mais il a aussi éclairé d'une lumière crue la singularité de son être, le destin vers lequel il était irrémédiablement poussé. Il est des instants où la machine implacable de la justice se met en marche, où l'on est happé par un système qui semble étranger à nos propres vérités, à nos nuances intérieures. D'abord, il y a la confusion, le sentiment d'une erreur, puis la prise de conscience que les mots, les intentions, les émotions les plus profondes seront traduits, déformés et jugés selon des grilles de lecture qui ne sont pas les nôtres. On se retrouve alors réduit à une image, à un dossier, à une série de faits bruts dépourvus de leur contexte humain, leur sens intime vidé de sa substance. Cette expérience du procès, c'est celle de l'aliénation radicale, où l'on cesse d'être un sujet pensant pour devenir un objet d'analyse, une pièce à conviction dans le grand théâtre de la loi. Pour Meursault, l'arrestation, l'interrogatoire et le long processus judiciaire qui s'ensuit sont d'abord perçus avec une curiosité distante, presque comme un spectacle dont il serait le spectateur plutôt que l'acteur principal. Il ne manifeste pas de révolte, pas d'indignation face à l'injustice, simplement une incapacité à comprendre les attentes du système. On lui demande s'il regrette, s'il a eu du chagrin pour sa mère, des questions qui pour lui semblent étrangères à l'acte commis, des détours inutiles pour comprendre ce qui, à ses yeux, est une simple succession de faits sans intention malveillante profonde. Il accepte sa condition de prisonnier, l'alternance de jour et de nuit, les repas, la solitude, avec la même indifférence tranquille avec laquelle il vivait sa vie d'homme libre. L'instruction est un dialogue de sourds. Le juge d'instruction, ému par l'absence de remords et de douleur de Meursault concernant la mort de sa mère, tente de lui faire avouer une quelconque croyance en Dieu, un sentiment religieux qui pourrait justifier ou expliquer son absence d'humanité. Meursault, incapable de feindre, incapable de mentir par opportunisme, répond qu'il ne croit pas en Dieu. Cette sincérité brutale, cette transparence face à une attente sociale et spirituelle fondamentale, est perçue comme une provocation, une obstination diabolique. Le juge le surnomme « Monsieur l'Antéchrist », le désignant comme une figure du mal, simplement parce qu'il refuse d'adhérer aux conventions du repentir et de la foi. Le procès de Meursault n'est pas seulement celui du meurtre de l'Arabe. Il devient très vite le procès de son âme, de sa manière d'être au monde. L'avocat général et l'avocat de la défense s'affrontent, mais Meursault a le sentiment d'être absent de sa propre histoire. On parle de lui, on interprète ses gestes, on donne un sens à son silence, à son indifférence, mais lui, il ne se reconnaît pas dans ce portrait. Sa vie est scrutée, déformée, réinterprétée à l'aune de ce crime. L'absence de larmes à l'enterrement de sa mère, sa relation avec Marie immédiatement après, son amitié avec Raymond, tout est convoqué pour prouver son insensibilité, sa monstruosité morale, le fait qu'il est un danger pour la société. Les témoins, même ceux qui le connaissent, semblent ne le voir qu'à travers le prisme de cette étrangeté. Le directeur de l'asile, le concierge, Céleste, Marie, Raymond, tous sont appelés à déposer, et leurs témoignages, même s'ils tentent parfois de le défendre, contribuent involontairement à dresser le portrait d'un homme hors norme. Céleste dit qu'il est un brave type, mais ajoute qu'il est un peu fermé. Marie est interrogée sur leur relation, sur le fait qu'il se soit baigné et ait fait l'amour le lendemain de la mort de sa mère. La cohérence des faits bruts, pour les accusateurs, démontre une nature froide, calculatrice, dépourvue de toute humanité, sans que la moindre empathie ne soit accordée à son authenticité. L'absurdité du procès atteint son paroxysme lorsque l'avocat général établit un lien direct entre l'absence de chagrin de Meursault pour sa mère et le meurtre qu'il a commis. Pour le procureur, un homme capable d'une telle indifférence face au deuil le plus sacré est par nature capable de tout, même du crime le plus odieux, sans remords ni raison. Il ne s'agit plus de savoir pourquoi il a tué, mais de prouver qu'il est déjà coupable par son attitude générale face à la vie, par son incapacité à jouer le jeu des émotions attendues. Il est jugé pour ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère, bien plus que pour avoir abattu l'Arabe sous le soleil. Meursault, lui, reste passif, incapable de se défendre avec les mots que la cour attend. Il comprend que les mots sont des pièges, que la vérité qu'il pourrait exprimer est inaudible dans ce tribunal. Il observe, toujours, le monde autour de lui, la salle d'audience, les visages des jurés, les mouches qui bourdonnent. Son seul vrai sentiment est la fatigue, l'ennui de cette procédure qui le dépasse. Selon les mots de Montaigne, nous jugeons souvent les autres à l'aune de nos propres préjugés, sans chercher à comprendre la singularité de leur être. Meursault est victime de ce décalage entre son authenticité nue et les attentes d'une société qui a besoin de sens, de causalité morale, même là où il n'y a que le hasard, l'absurdité et la violence aveuglante du soleil. Le verdict, la condamnation à mort, ne le surprend pas vraiment. Il l'accepte avec une sorte de fatalisme serein, comme une conséquence logique et inéluctable d'une vie qui, depuis le début, s'est déroulée hors des sentiers battus de la conformité émotionnelle. Son procès est le miroir grossissant de notre propre malaise face à l'incompréhensible,
face à celui qui refuse de se plier aux règles tacites du cœur et de l'esprit. Il nous force à nous interroger sur la nature même de la justice, sur sa capacité, ou son incapacité, à appréhender la complexité de l'âme humaine, à distinguer l'indifférence de la malice, la sincérité de la provocation. Et alors que la guillotine se profile, Meursault, paradoxalement, se prépare à une confrontation bien plus profonde, non pas avec les hommes, mais avec le sens de sa propre existence ou son absence. Il est des silences qui pèsent plus que toutes les paroles, des murs qui enferment non seulement le corps, mais aussi l'esprit, le forçant à un tête-à-tête impitoyable avec lui-même. La prison n'est pas seulement un lieu de privation de liberté, elle est aussi un espace où le temps s'étire, se distord, où l'ordinaire devient extraordinaire par son absence, et où les petites habitudes quotidiennes acquièrent une signification démesurée. C'est un creuset où l'homme est dépouillé de tout artifice, où les masques tombent, et où l'on est confronté à la nudité de son être, à ses peurs les plus primaires, mais aussi, parfois, à une forme inattendue de lucidité. Pour Meursault, la prison est d'abord une expérience de l'isolement, une perte des sensations extérieures qui était le socle de son existence. Le soleil n'est plus cette entité écrasante qui le submergeait, mais une lumière filtrée par une petite fenêtre. La mer, la plage, les corps chauds, tout cela lui est retiré. Il est enfermé avec lui-même, avec le souvenir de son crime, mais aussi avec le lent déroulement des jours, des semaines, des mois. L'attente devient la compagne constante, l'attente du procès, l'attente du verdict, l'attente de la fin. Au début, cette solitude lui pèse. Il manque Marie, les cigarettes, le parfum des rues. Il est privé de l'immédiateté sensorielle qui donnait corps à sa vie. Le temps devient un ennemi, une succession de moments vides qu'il doit meubler. Il se souvient. Il se remémore les détails de sa vie passée, les moindres objets de sa chambre, les gestes les plus insignifiants. C'est une façon de conjurer le vide, de se raccrocher à des bribes de réalité, de reconstruire un monde intérieur à partir des souvenirs fragmentés. Cette remémoration est une première fissure dans son indifférence, une tentative, inconsciente peut-être, de donner une consistance à ce qui a été. Mais peu à peu, une transformation s'opère. La solitude, loin de l'anéantir, le conduit à une forme de renoncement, puis à une acceptation tranquille. Il découvre la puissance du souvenir, la capacité de l'esprit à recréer des images, des sensations, des parfums. Il réalise qu'il peut vivre sans certaines choses, que l'homme est un être adaptable. Le manque s'estompe, la privation devient une nouvelle normalité. Il ne désire plus fumer, il ne pense plus constamment à Marie. Il apprend à vivre dans le présent de la prison, à trouver une forme de paix dans cette existence contrainte, où l'essentiel se réduit à manger, dormir et attendre. C'est dans cette cellule que Meursault, pour la première fois, est confronté à la peur. La peur de la mort, la peur de la guillotine, de cette absurdité ultime qui mettra fin à son existence. Cette peur n'est pas un cri, mais une angoisse sourde, une présence constante qui l'accompagne. Chaque fois qu'il pense à la fin inéluctable, il ressent cette révolte de la chair, cette résistance instinctive à l'anéantissement. Il cherche à s'échapper par l'imagination, à trouver des astuces, des stratagèmes pour repousser l'échéance, pour s'accrocher à l'espoir d'un sursis. Cette peur est une preuve de vie, une manifestation de son humanité la plus profonde, celle que le procès avait niée. Pourtant, cette peur ne le dévore pas. Au contraire, elle le conduit à une plus grande lucidité. Il comprend que l'espoir est souvent une illusion, une manière de fuir la réalité de la condition humaine. Il observe les autres prisonniers, leurs illusions, leurs petits rêves de liberté, et il voit en eux la même faiblesse, le même besoin de se raccrocher à des chimères. Selon les mots de Kierkegaard, la véritable angoisse n'est pas la peur de la mort, mais la peur de la liberté elle-même, la peur de ce qui est sans fondement. Meursault, lui, commence à embrasser cette absence de fondement. Le moment le plus intense de cette confrontation avec la solitude et la mort imminente survient avec la visite de l'aumônier. L'Église, la société, tente une dernière fois de le ramener dans le giron, de lui faire avouer un repentir, de lui offrir le réconfort de la foi. L'aumônier est porteur d'espoir, de pardon, de sens. Il veut parler de Dieu, de la vie après la mort, du salut. Mais Meursault refuse obstinément. Il ne croit pas en Dieu, il ne voit pas l'utilité du péché ou du pardon. Pour lui, la vie est là, maintenant, et la mort est la fin. Il n'y a rien au-delà. Cette résistance est féroce. Pour la première fois dans le roman, Meursault explose de colère. Il se jette sur l'aumônier, le secoue, lui crache sa vérité, cette vérité nue et brutale de l'indifférence de l'univers. Il lui dit que sa vie a été absurde, que sa mort le sera tout autant, et que c'est là sa seule certitude. Il affirme l'indifférence du monde à ses souffrances, à ses joies, à son existence. Cette explosion, cette révolte,
n'est pas une manifestation de rage aveugle, mais l'affirmation d'une lucidité acquise dans la solitude de sa cellule. Il ne veut pas des consolations illusoires, des mensonges réconfortants. Il veut faire face à l'absurdité sans phare. Après cette explosion, Meursault ressent une paix étrange, une sérénité nouvelle. Il a vidé son cœur, affirmé sa vérité. Il s'ouvre alors à elle, tendre indifférence du monde. Cette découverte que l'univers n'est ni hostile, ni bienveillant, mais simplement indifférent à nos vies. Et c'est dans cette indifférence qu'il trouve sa propre liberté, sa propre vérité. La prison, qu'il avait dépouillée de tout, l'a paradoxalement conduit à la connaissance de soi la plus profonde, à l'acceptation radicale de sa condition d'homme absurde. La nuit précédant son exécution, il est enfin en paix, prêt à accueillir son destin, avec le désir qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de sa mort, et qu'il l'accueille avec des cris de haine. C'est le dernier acte de défi, le dernier signe de sa victoire sur l'absurdité du monde. Il arrive que, face à l'inéluctable, après avoir lutté en vain, une étrange paix nous envahisse. C'est le moment où toutes les peurs s'estompent, où les illusions s'effritent, et où le regard se pose sur le monde avec une clarté nouvelle, presque aveuglante. Cette lucidité n'est pas une joie, ni une tristesse, mais une acceptation radicale de ce qui est, de ce qui a été, et de ce qui sera. On se sent alors étranger aux lamentations passées, aux espoirs vains, comme si l'on accédait à une vérité essentielle, dépouillée de tout artifice. C'est cette paix amère, cette sérénité absurde, qui s'empare de Meursault dans les dernières heures de sa vie, après son altercation avec l'aumônier. Sa colère, loin de le consumer, l'a purifié, l'a libéré des dernières attaches émotionnelles, des dernières illusions. Il a refusé le réconfort illusoire de la religion, le mensonge du pardon, l'espoir d'une vie après la mort. En rejetant ses béquilles, il s'est tenu seul, debout, face à l'abîme de son propre néant. C'est dans ce dénuement total que se révèle la véritable signification de l'absurde, cette confrontation sans phare entre le désir humain de sens et le silence déraisonnable du monde. L'absurde n'est pas un concept intellectuel froid pour Meursault. C'est une expérience vécue, une sensation qui imprègne son être depuis le début, mais qu'il ne nomme et n'assume pleinement qu'à la fin. Il a toujours vécu au présent, sans se soucier du futur ou des regrets du passé, sans projeter de sens sur les événements qui le traversaient. La mort de sa mère, le meurtre de l'Arabe, sa relation avec Marie, tout était vécu avec une intensité sensorielle, une présence au réel, mais sans cette quête de « pourquoi » qui anime la plupart des hommes. L'absurde, pour lui, c'est cette absence de finalité, cette indifférence fondamentale de l'univers à ses propres désirs de justification. Dans sa cellule, confronté à l'imminence de l'exécution, il se souvient des mots de sa mère, de cette lumière particulière qu'elle avait perçue à la fin de sa vie, comme si elle avait elle aussi accédé à une vérité essentielle. Il comprend qu'elle aussi avait vécu sa vie et était morte avec une forme de liberté silencieuse, acceptant son destin. Cette réminiscence lui donne le sentiment d'une filiation spirituelle, d'une connexion avec cette femme qui n'avait pas pleuré mais qu'il commence à comprendre, non pas par le chagrin, mais par l'expérience commune de l'absurde. Meursault réalise alors que la vie n'a pas de sens préétabli, pas de destination finale justifiant les souffrances et les joies. La vie est ce qu'elle est, une succession d'instants. Cette prise de conscience n'est pas nihiliste au sens destructeur. Au contraire, elle est libératrice. Si la vie n'a pas de sens a priori, alors l'homme est libre de créer son propre sens ou de vivre sans en avoir besoin. Il est libre de ses choix, de ses actions, de ses émotions, sans devoir se justifier devant un Dieu, une morale, ou une société qui cherche à tout prix à tout expliquer. Comme le soulignait Nietzsche, l'homme est condamné à être libre, et c'est dans cette liberté que se trouve sa grandeur. Cette acceptation de l'absurde le conduit à une forme d'insouciance, non pas celle de l'ignorance, mais celle de la lucidité. Il comprend que les condamnations des hommes, leurs jugements, leurs attentes, n'ont finalement aucune prise sur la vérité ultime de son existence. Sa vie, même si elle doit être écourtée par l'échafaud, est la sienne, authentique, vécue jusqu'au bout selon ses propres termes, sans compromis. Il a refusé de mentir, de simuler des remords, de jouer le rôle que la société attendait de lui. Et dans ce refus, il a trouvé une dignité inattendue. Le désir qu'il exprime à la fin, celui d'être accueilli par des cris de haine le jour de son exécution, est le dernier acte de cette affirmation de l'absurde. Ce n'est pas un désir masochiste, mais une ultime provocation, un signe de sa victoire sur l'indifférence du monde. En étant haï, il sera reconnu dans sa singularité, dans son étrangeté radicale. Cette haine sera la preuve que son authenticité a dérangé, que son refus de se conformer a ébranlé les certitudes. Et dans cette confrontation finale, il se sentira moins seul, moins étranger. L'expérience de Meursault, du début à la fin, est celle d'un homme qui, sans le savoir, sans le vouloir consciemment, incarne la figure de l'homme absurde. Il n'a pas cherché la vérité dans les philosophies ou les religions, mais l'a découverte en vivant sa vie au présent, sans filtre,
sans artifice. Son voyage, du deuil indifférent au meurtre sous le soleil, en passant par le procès déroutant et la solitude de la prison, est une descente aux enfers de l'âme humaine qui se révèle être une ascension vers la lucidité la plus pure. Il a trouvé sa propre vérité dans l'indifférence du monde, et c'est cette indifférence qui, paradoxalement, lui a ouvert les portes de sa propre liberté. Cette liberté amère et solitaire qui donne un sens, non pas à la vie, mais à la manière de la vivre jusqu'au dernier souffle. Nous avons tous un jour fait l'expérience de la routine, de ces jours qui se suivent et se ressemblent, où chaque geste est mécanique, chaque interaction prévisible, et où le sentiment d'être pleinement vivant s'estompe au profit d'une existence en pilote automatique. On se lève, on travaille, on mange, on dort, et l'on se demande parfois si l'on ne passe pas à côté de l'essentiel, si une partie de nous-mêmes n'est pas endormie, insensible aux beautés et aux horreurs du monde. Cette aliénation quotidienne, cette légère anesthésie de l'âme, est une condition universelle que Meursault, sans le savoir, incarne avec une radicalité troublante. Dès le début du roman, la vie de Meursault est décrite comme une succession de faits, d'événements sans lien émotionnel profond, sans hiérarchie de valeurs. Il travaille à son bureau, va à la plage, mange avec Céleste au restaurant, rencontre Marie, sans que ces activités ne suscitent en lui un engagement émotionnel intense ou une réflexion existentielle. Il vit au présent pur, une sorte d'éternel maintenant où les souvenirs et les projets n'ont que peu de prise. Son patron lui propose une promotion à Paris, une opportunité que beaucoup saisiraient avec enthousiasme. Meursault, lui, répond que cela lui est indifférent, que cela ne changera rien à sa vie. Cette réponse, si désarmante, révèle une profonde déconnexion avec l'ambition, avec cette quête incessante de mieux-être, de progression sociale, qui nous pousse à nous dépasser. Cette indifférence n'est pas un choix conscient, ni une forme de paresse intellectuelle. C'est sa nature profonde, une manière d'être au monde qui ne voit pas la nécessité de donner un sens plus profond aux choses que leur simple existence. Quand Marie lui demande s'il veut l'épouser, il répond qu'il ne s'en soucie pas, mais qu'il le fera si elle le souhaite. Le mariage, pour lui, n'est pas l'aboutissement d'un amour passionnel ou d'un projet de vie commun, mais une simple formalité, une modification administrative qui ne modifie en rien l'essence de son être ou le cours de ses journées. Cette absence d'investissement émotionnel dans les grands moments de la vie est ce qui le rend si étranger aux yeux de la société. La justice, lors de son procès, ne comprendra pas cette absence de motivation, cette incapacité à se projeter dans les catégories morales et sentimentales que le système attend. On lui reproche son absence de remords, son incapacité à pleurer, son attachement à des plaisirs simples plutôt qu'à des valeurs nobles. L'avocat général le dépeint comme un monstre insensible, un être dénué d'âme, parce qu'il ne se plie pas aux codes émotionnels de la société. Pour Meursault, cette absence de feinte n'est pas un acte de provocation, mais la pure expression de sa vérité intérieure. Il ne sait pas mentir aux sentiments, ne sait pas simuler une tristesse qu'il ne ressent pas, une culpabilité qu'il ne comprend pas. Cette authenticité brutale est perçue comme un danger. L'indifférence de Meursault remet en question les fondements mêmes de la société, ses rituels, ses valeurs. S'il n'y a pas de remords pour le meurtre, s'il n'y a pas de chagrin pour la mère, alors qu'est-ce qui maintient le tissu social ? C'est ce que la justice tente de juguler, de punir. Meursault est condamné non seulement pour son crime, mais pour son attitude existentielle, pour son refus tacite de participer à la grande comédie humaine. Il est l'homme qui refuse de jouer le jeu, et c'est en cela qu'il est profondément subversif, sans le vouloir. C'est dans l'enfermement de la prison, face à l'absurdité de sa condamnation, que Meursault commence à prendre conscience de cette vérité. Il se remémore sa vie passée, les moindres détails sensoriels qui la composaient. Il réalise alors que même dans son indifférence apparente, il a toujours été fidèle à lui-même. Il n'a jamais cherché à manipuler, à mentir, à feindre des sentiments qu'il ne ressentait pas. Il a vécu en accord avec sa nature, aussi singulière soit-elle. Selon les mots de Montaigne, vivre c'est penser, mais penser c'est aussi sentir, et parfois, sentir sans penser est une forme de vérité. Cette prise de conscience de son authenticité absolue, même si elle conduit à l'échafaud, est sa véritable victoire. Il a refusé de céder aux illusions, aux consolations, aux fausses promesses de la religion ou de la moralité sociale. Il a embrassé l'indifférence du monde et a trouvé dans cette acceptation une liberté radicale. Sa vie, dépouillée de sens conventionnel, a acquis un sens unique, celui d'une existence vécue jusqu'au bout dans la vérité de son être. Son histoire n'est pas celle d'un monstre, mais celle d'un homme qui, en ne jouant pas le jeu, a révélé la fragilité de nos propres conventions, la superficialité de nos masques sociaux et la difficulté d'être authentiquement soi-même dans un monde qui exige tant de conformité. Et c'est cette confrontation à l'authenticité brute de Meursault qui nous pousse, à notre tour, à interroger nos propres existences, à débusquer les rôles que nous jouons et à chercher, au-delà des apparences, notre propre vérité. Il est des jours où les événements s'enchaînent, où le destin semble se nouer sans que nous en ayons pleinement conscience, où de petites décisions,
des rencontres fortuites, des gestes anodins, s'accumulent pour nous pousser vers un point de non-retour. On a le sentiment que le fil des choses nous échappe, que nous sommes entraînés par un courant invisible, sans pouvoir en mesurer la force ou la direction finale. Cette fatalité silencieuse, ce sentiment d'être un jouet entre les mains de forces obscures, est une expérience humaine troublante, une sensation que Meursault incarne avec une passivité déconcertante, jusqu'au drame. La vie de Meursault avant le meurtre est une série d'événements qui, pris isolément, n'ont rien de dramatique, mais qui, mis bout à bout, tissent la toile de sa perdition. Sa mère meurt, il ne pleure pas. Il rencontre Marie, ils vivent une relation physique. Il se lie d'amitié avec Raymond, le proxénète. Chacun de ses choix, ou de ses non-choix, révèle son indifférence, son incapacité à juger, à prendre parti au sens moral du terme. Il accepte, il s'adapte, il répond aux sollicitations du moment sans se poser de questions sur les conséquences à long terme. C'est une vie vécue au ras du réel, sans projection, sans conscience des implications. L'amitié avec Raymond est particulièrement révélatrice de cette passivité. Raymond est un personnage violent, jaloux, revanchard. Il bat sa maîtresse, il veut se venger de son frère. Meursault ne le juge pas, ne le condamne pas. Il écoute son histoire, lui écrit une lettre pour manipuler sa maîtresse. Ce n'est pas de la complicité active, au sens où il partagerait les motivations de Raymond. C'est une simple acceptation, une sorte de neutralité bienveillante qui ne voit pas de raison de refuser d'aider un voisin. Il n'y a pas d'intention de nuire, mais pas non plus de volonté de s'opposer au mal. Meursault est un simple passeur, un témoin. Cette participation passive au démêlé de Raymond le mène sur la plage fatidique. C'est Raymond qui insiste pour y retourner, Raymond qui a son revolver. Mais c'est Meursault qui le suit, qui lui prend l'arme, qui remonte la plage seul sous le soleil. Il est pris dans un enchaînement d'événements dont il n'est pas l'initiateur principal, mais qu'il ne cherche jamais à rompre. Il y a une sorte de fatalisme chez lui, une acceptation que les choses doivent suivre leur cours, quel qu'il soit. Comme le disait Spinoza, la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la conscience des contraintes. Meursault, lui, semble vivre sans cette conscience, sans cette réflexion sur les chaînes de causalité. Le meurtre de l'Arabe lui-même est le point culminant de cette fatalité. Ce n'est pas un acte prémédité, ni même un acte de rage ou de haine. C'est un acte absurde, déclenché par la chaleur, l'éblouissement, la fatigue. C'est comme si toutes les forces du monde s'étaient coalisées pour le pousser à tirer. Les 4 coups de feu supplémentaires, tirés sur un corps déjà inerte, sont la preuve de cette absurdité. Ils ne servent à rien, ne répondent à aucune logique. Ils sont le simple écho d'une décharge nerveuse, une manifestation de l'irrationnel. Meursault est comme un automate, un pantin dans les mains d'un destin aveugle. Face à la justice, cette fatalité prend la forme de l'incompréhension. Meursault ne peut pas expliquer son geste avec les mots que la cour attend, des mots qui impliquent une intention, une raison, une émotion. Quand il dit que c'est à cause du soleil, il exprime sa vérité la plus nue, la sensation brute qui l'a submergé. Mais cette vérité est inaudible pour un système qui a besoin de causalité morale, de psychologie. Pour la justice, l'absence de motivation rationnelle est pire que la motivation la plus vile. Elle y voit une monstruosité, une menace. Il est condamné non pour ce qu'il a fait avec intention, mais pour ce qu'il est, pour cette indifférence qui le place hors des catégories humaines. C'est dans l'attente de la mort, dans le silence de sa cellule, que Meursault, pour la première fois, perçoit les contours de cette fatalité avec une lucidité nouvelle. Il comprend que sa vie a toujours été marquée par cette absence de sens, par cette indifférence du monde à ses désirs, à ses choix. Il réalise que sa mort, elle aussi, sera absurde, dépourvue de sens ultime. Et c'est dans cette acceptation radicale de l'absurdité de son destin qu'il trouve une forme de liberté. La fatalité, qui l'a conduit à l'échafaud, est aussi ce qui l'a poussé vers cette connaissance de soi ultime. Cette fatalité, loin d'être un simple enchaînement de causes et d'effets, devient chez Camus une interrogation philosophique profonde. Elle nous pousse à nous demander quelle est notre part de liberté dans un monde qui souvent nous dépasse, nous entraîne, nous contraint. Meursault, par sa passivité, par son absence de révolte, nous force à considérer la possibilité d'une vie vécue sans la béquille de la signification préétablie, sans le confort des intentions nobles ou des explications rationnelles. Il nous confronte à l'idée que le destin n'est pas toujours le fruit de nos choix conscients, mais parfois le résultat d'une série d'événements qui nous transforment, nous révèlent, nous condamnent ou nous libèrent à notre insu. Et c'est cette ambiguïté entre le jeu des forces extérieures et la liberté intérieure qui rend son cheminement si troublant et si profondément humain. Nous aspirons tous à la clarté, à la vérité, à une compréhension nette des événements qui nous entourent et des motivations qui animent les autres. Nous construisons nos vies sur des certitudes, sur des explications logiques,
convaincu que chaque action a une cause identifiable, chaque émotion une origine palpable. Mais il est des moments où cette quête de sens se heurte à un mur, où la réalité se dérobe à toute explication rationnelle, laissant place à une impression de non-sens, d'absurdité pure. C'est le vertige que l'on ressent face à un événement inexplicable, face à un comportement déroutant, face à une vie qui ne se plie pas aux règles que l'on s'est fixées. Le cas de Meursault est le miroir grossissant de cette confrontation à l'absurdité. Dès le premier chapitre, sa réaction à la mort de sa mère, « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. » est une gifle à toutes nos attentes. Comment un fils peut-il être si indifférent à la mort de sa propre mère? Cette absence de chagrin, de larmes, cette préoccupation pour la chaleur ou le café, sont autant de manifestations d'un comportement que nous jugeons absurde, irrationnel, voire monstrueux. Pourtant, pour Meursault, il n'y a là aucune malice, aucune volonté de choquer, juste une vérité nue, une incapacité à simuler une émotion qu'il ne ressent pas avec l'intensité requise par les conventions. L'absurdité se manifeste de manière encore plus éclatante lors du meurtre de l'Arabe. L'acte est dénué de passion, de haine, de préméditation. Meursault tire à cause du soleil. Une explication qui, aux yeux de la justice, est le comble de l'absurdité, une preuve d'aliénation mentale. Mais pour lui, c'est la seule vérité qu'il puisse exprimer, la seule sensation palpable qu'il a submergée à cet instant précis. L'acte n'a pas de sens moral, pas de but. Il est l'aboutissement d'une série de circonstances physiques et d'une lassitude qui le pousse vers l'irréversible, sans que son esprit ne parvienne à donner une cohérence à son geste. Il est le jouet de forces élémentaires, de la lumière aveuglante, de la chaleur accablante. Le procès est une tentative désespérée de la société de plaquer un sens sur ce qui lui échappe. Le procureur, les juges, les jurés cherchent à tout prix une explication rationnelle, une motivation psychologique, une intention morale. Ils construisent le portrait d'un monstre, d'un être sans âme, car c'est la seule manière pour eux de donner une cohérence à son comportement. L'absence de larmes à l'enterrement de sa mère, sa relation avec Marie, son amitié avec Raymond, tout est interprété comme la preuve de sa culpabilité, de sa dangerosité. Mais pour Meursault, cette construction est étrangère à sa propre vérité. Il est jugé pour ce qu'il est, pour cette singularité existentielle qui refuse de se conformer, bien plus que pour le crime lui-même. Cette dissonance entre le désir humain de sens et le silence du monde est le cœur de la philosophie de Camus. L'absurde, selon ses propres mots, naît de cette confrontation entre l'appel de l'homme et le silence déraisonnable du monde. L'homme cherche des raisons d'être, des justifications, des valeurs éternelles, mais l'univers lui renvoie sa propre indifférence. Il n'y a pas de Dieu pour donner un sens à nos vies, pas de vérité universelle pour guider nos pas. Il n'y a que le présent, la matière brute des choses, et le fait que nous allons tous mourir. Meursault incarne cette prise de conscience sans intellectualisation. Il ne lit pas de traités de philosophie, ne s'interroge pas sur le sens de l'existence. Il vit l'absurde dans sa chair, dans son rapport immédiat au monde. Son indifférence est une forme d'acceptation de l'absence de sens. Il ne cherche pas à combler le vide par des illusions, par des croyances. Il est là, entier, dans son être singulier, sans phare ni artifice. Son cheminement n'est pas celui d'un révolté conscient, mais celui d'un homme qui, par sa seule existence, révèle la fragilité des fondations sur lesquelles nous construisons nos vies. C'est dans la solitude de sa cellule, face à la mort imminente, qu'il atteint la pleine conscience de cette absurdité. L'aumônier lui propose la consolation de la foi, le réconfort d'un sens ultérieur à la vie. Mais Meursault refuse avec violence. Il ne veut pas de ce mensonge. Il préfère faire face à l'indifférence du monde, à la certitude de son propre anéantissement. C'est dans cette révolte contre les consolations illusoires qu'il trouve sa propre liberté, sa propre dignité. Il embrasse l'absurde, non comme un désespoir, mais comme une affirmation de l'authenticité de son être. Cette acceptation de l'absurde, loin d'être un acte de capitulation, est pour Camus le point de départ de la véritable révolte. Si la vie n'a pas de sens, alors c'est à nous de lui en donner un, de créer nos propres valeurs, de vivre pleinement chaque instant avec une intensité renouvelée. La prise de conscience de l'absurde n'est pas une fin, mais un commencement, le début d'une vie lucide, authentique, où chaque geste, chaque choix, chaque souffle est une affirmation de notre liberté face au silence du monde. Et c'est en cela que Meursault, l'étranger, l'homme de l'absurde, nous révèle une voie possible pour vivre, non pas malgré le non-sens, mais en acceptant et en traversant cette absence de sens, pour trouver notre propre chemin. Nous construisons nos vies autour d'un ensemble de valeurs, de codes moraux, de règles tacites qui nous guident dans nos interactions et nos jugements. Nous attendons des autres qu'ils réagissent d'une certaine manière face aux événements importants, qu'ils manifestent du chagrin lors d'un deuil, de la joie lors d'une fête, de la colère face à l'injustice. Ceux qui dévient de ces normes, ceux qui refusent de jouer le jeu des émotions attendues, sont souvent perçus comme des marginaux,
des menaces, des étrangers à la communauté humaine. C'est le prix à payer pour l'authenticité radicale, pour le refus de se plier aux conventions. Meursault, dès les premières pages de L'étranger, est le prototype de cet homme en marge. Son indifférence à la mort de sa mère, son incapacité à verser une larme, à montrer le chagrin convenu, sont une première faute contre les règles non écrites de la moralité. Il ne pleure pas, non par cruauté, mais parce que son corps ne réagit pas ainsi, parce que son esprit est préoccupé par la chaleur, par la fatigue, par des sensations immédiates. Il est là, simplement, sans le masque de la bienséance, sans la performance du deuil. Cette nudité émotionnelle est insupportable pour l'entourage, pour la société. Ses actions après le deuil renforcent cette perception de monstruosité morale. Le lendemain de l'enterrement, il se baigne avec Marie, une ancienne collègue, et entame une relation physique avec elle. Ils vont au cinéma rire devant un film. Pour la société, un tel comportement est une profanation, une preuve d'insensibilité. Il est inconcevable de passer du deuil au plaisir avec une telle désinvolture. Pourtant, pour Meursault, il n'y a pas de hiérarchie d'événements, pas de temps à respecter pour le deuil. La vie continue, les sensations se succèdent, et il n'y a pas de raison de refuser le plaisir quand il se présente. L'amitié qu'il accorde à Raymond Sintès, un proxénète violent, est une autre preuve de son amoralité aux yeux de la société. Meursault ne juge pas Raymond, ne le condamne pas pour ses actes. Il l'écoute, lui écrit une lettre pour manipuler sa maîtresse, assiste à sa violence sans intervenir. Son absence de jugement, sa neutralité apparente, sont interprétés comme une complicité, une absence de conscience morale. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu dans l'esprit de Meursault, juste des faits, des situations, des interactions. Le meurtre de l'Arabe est le point de non-retour, l'acte qui le place définitivement hors de la norme. Commis sans haine, sans préméditation, sous l'influence du soleil, il défie toute explication rationnelle. La justice, lors de son procès, ne s'y trompera pas. Elle ne le juge pas seulement pour l'acte lui-même, mais pour l'homme qu'il est, pour son absence de remords, pour sa sincérité brutale. L'avocat général le dépeint comme un monstre, un individu dangereux pour la société, parce qu'il n'est pas capable de pleurer sa mère, parce qu'il est incapable de mentir aux sentiments. Son casier judiciaire est vierge, mais sa moralité est jugée coupable. Meursault est ainsi condamné non pour le crime au sens strict, mais pour son refus de jouer le jeu social, pour son incapacité à simuler les émotions attendues. Il est l'homme qui refuse la comédie, qui préfère la vérité nue, même si elle est choquante. Sa sincérité devient sa faute capitale. Selon les mots de Jean-Paul Sartre, nous sommes condamnés à être libres, et cette liberté s'accompagne de la responsabilité de choisir qui nous sommes. Meursault, lui, ne choisit pas d'être amoral, il est naturellement, et c'est cette nature qui le met en porte-à-faux avec le monde. La prison est le lieu où cette marginalisation atteint son paroxysme. Dépouillé de tout, il est coupé du monde des hommes, relégué à un rôle d'objet, de coupable à juger et à exécuter. Mais c'est aussi dans cette solitude que Meursault, paradoxalement, se retrouve. Il comprend la vanité des conventions, la superficialité des attentes sociales. Il s'ouvre à l'indifférence du monde, cette tendre indifférence qui le libère des jugements des hommes. En refusant la consolation de l'aumônier, Meursault affirme sa révolte contre toute tentative de plaquer un sens préétabli sur sa vie et sur sa mort. Il refuse de se racheter aux yeux de la société ou de Dieu. Il choisit d'embrasser son destin dans sa nudité, son absurdité, son authenticité. Il est l'étranger parce qu'il est profondément lui-même, sans compromis, sans masque. Et c'est cette authenticité radicale, cette capacité à vivre sans les phares des conventions morales, qui en fait non pas un monstre, mais une figure emblématique de la liberté individuelle face à la conformité sociale. Son histoire nous invite à interroger nos propres morales, à débusquer les rôles que nous jouons, et à nous demander quel prix nous sommes prêts à payer pour être véritablement nous-mêmes, au-delà des attentes et des jugements du monde. Il est des instants où le corps prend le dessus, où les sensations pures éclipsent toute pensée, toute émotion complexe, réduisant l'être à une simple réceptivité aux stimuli extérieurs. La chaleur du soleil sur la peau, la caresse de l'eau, le goût du sel, le contact physique, tout cela peut nous ramener à une forme d'existence brute, immédiate, où le monde est perçu sans filtre intellectuel ou émotionnel. C'est une immersion totale dans le présent, un oubli de soi dans la pure expérience du réel. Meursault, tout au long de L'étranger, vit cette primauté du corps et des sensations, faisant de son existence une ode involontaire à cette matérialité. Dès les premières lignes, la mort de sa mère est éclipsée par la chaleur accablante. Il remarque la fatigue, le besoin de café, l'éclat du soleil. Le corps souffre, le corps réagit, et cette réalité physique prend le pas sur le chagrin attendu. La veillée funèbre est rythmée par sa faim, son sommeil, sa perception des visages écrasés par la lumière.
C'est une expérience sensorielle avant d'être une épreuve émotionnelle. Les gestes sont automatiques, les paroles rares, mais le corps, lui, est pleinement présent à l'instant. Sa relation avec Marie est également ancrée dans cette primauté des sensations. Leur amour n'est pas fait de grandes déclarations ou de projets d'avenir, mais de la sensualité des corps, du plaisir partagé, de la chaleur du soleil sur la plage, de la fraîcheur de l'eau. Il aime son rire, le contact de sa peau, le bruit de ses pas. Quand elle lui demande s'il l'aime, sa réponse est évasive, car l'amour, au sens conventionnel, est une abstraction qu'il ne saisit pas. Ce qu'il ressent est une appréciation physique, une présence immédiate et agréable de l'autre. Le corps de Marie est une réalité tangible, réconfortante, sans le fardeau des sentiments complexes. Le meurtre de l'Arabe est l'expression la plus dramatique de cette primauté. Ce n'est pas une intention diabolique qui le pousse, mais la violence des éléments. Le soleil est un personnage à part entière, aveuglant, écrasant, étouffant. Les coups de couteau de l'Arabe renvoient des éclats dans ses yeux. La sueur coule, brouille sa vision. Il est physiquement acculé, submergé par une agression sensorielle qui le réduit à une pure réaction physiologique. Il tire non par haine, mais par une sorte de vertige, une impulsion désespérée face à cette oppression physique intenable. C'est à cause du soleil, dit-il, et pour lui, cette explication est la seule vérité. Au tribunal, son corps reste le centre de son expérience. Il observe la salle, les mouches, le visage des jurés. Il a faim, soif, envie de fumer. Les paroles des avocats, les accusations, les arguments, semblent l'atteindre à distance, comme un bruit de fond. Son propre corps est ce qui le relie au réel, ce qui lui donne une consistance dans ce monde abstrait de la justice. Il est fatigué, parfois ennuyé. Les longs discours le lassent. Ses réactions sont toujours physiques, immédiates, plutôt qu'intellectuelles ou émotionnelles. C'est en prison que cette primauté du corps se transforme en une acceptation radicale de la condition humaine. Privé de la lumière du jour, des cigarettes, de Marie, il apprend à vivre avec le manque. Il se souvient des détails de sa chambre, des sensations passées. Son corps s'adapte à la privation, il apprend à se contenter du minimum. Cette adaptation, cette capacité à vivre dans l'absence des plaisirs passés, est une forme de liberté. Il découvre que l'on peut exister en dehors des attentes, des désirs conventionnels. Comme le rappelait Épicure, la clé du bonheur réside souvent dans la réduction de nos désirs, dans la capacité à se satisfaire de peu. La peur de la mort, face à la guillotine, est la manifestation ultime de cette primauté du corps. Ce n'est pas une peur métaphysique, mais une révolte viscérale contre l'anéantissement de la chair, contre cette absurdité qui mettra fin à son existence physique. Il désire vivre, sentir, voir le soleil. Cette soif de vie est une preuve de son humanité la plus profonde. Et c'est en acceptant l'anéantissement de ce corps, en embrassant l'indifférence du monde à sa souffrance, qu'il trouve sa paix finale. Meursault, par sa manière d'être au monde, nous force à reconsidérer notre propre rapport au corps et aux sensations. Sommes-nous trop souvent prisonniers de nos pensées, de nos émotions complexes, au point d'oublier la vérité brute de l'instant présent, la beauté simple d'une sensation? Son histoire, par son caractère extrême, est une invitation à nous reconnecter à la matérialité de notre existence, à sentir le vent sur notre peau, le soleil sur nos visages, la saveur de nos aliments, avec une intensité renouvelée. C'est dans cette acceptation de la primauté du corps, de cette présence au réel sans artifice, que se trouve peut-être une voie vers une forme d'authenticité, une manière de vivre plus pleinement, même face à l'absurdité du monde. Nous construisons nos existences autour d'une narration cohérente, d'une suite logique de causes et d'effets, persuadés que nos vies ont un sens, une direction, un fil conducteur. Nous interprétons le passé à l'aune du présent, projetons le futur à partir de nos désirs actuels, et tissons ainsi une tapisserie d'explications qui nous rassure et nous donne l'impression de maîtriser notre parcours. Mais que se passe-t-il lorsque cette narration se délite, lorsque les événements semblent se succéder sans lien logique, sans intention, sans que le protagoniste lui-même ne puisse en construire une histoire cohérente? C'est cette déconstruction de la narration, cette fragmentation du sens, que Meursault incarne avec une force singulière. Dès les premières phrases, le ton est donné. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas, cette indifférence à la temporalité précise de l'événement le plus traumatisant est une rupture fondamentale avec notre manière habituelle de relater un drame. Il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'une absence de hiérarchie dans les faits, d'une incapacité à accorder une importance émotionnelle à la date. Le temps n'est pas un flux cohérent d'événements signifiants, mais une succession d'instants. Sa vie avant le meurtre est une suite de moments sans liens logiques évidents. Il va à la plage, prend un repas avec Céleste, rencontre Marie, rencontre Raymond. Il travaille, mais sans ambition particulière. Il accepte le mariage parce que cela ne change rien.
Il aide Raymond non par amitié profonde ou complicité morale, mais parce qu'il ne voit pas de raison de ne pas le faire. Chaque événement est traité comme un fait isolé, une observation brute, sans que Meursault ne cherche à y trouver un sens plus profond, une causalité émotionnelle ou une cohérence narrative. Sa propre existence est vécue comme une collection de photographies instantanées, non comme un film dont il serait le scénariste. Le meurtre de l'Arabe est le paroxysme de cette fragmentation. L'acte n'a pas de cause rationnelle, pas d'intention claire. C'est à cause du soleil, dit-il. Cette explication, si absurde aux yeux des autres, est pour lui la vérité la plus nue. Il ne peut pas construire une histoire de haine, de vengeance, de légitime défense, parce que ce n'est pas ce qu'il a vécu. L'acte est déconnecté de toute narration interne, de toute signification préétablie. C'est un événement qui surgit, brutalement, sans s'intégrer dans le récit habituel de la motivation humaine. Le procès de Meursault est une tentative désespérée de la société de reconstituer une narration cohérente, de plaquer un sens sur son existence. Le procureur et l'avocat construisent une histoire de sa vie, interprètent ses gestes, ses paroles, ses silences. L'absence de larmes à l'enterrement de sa mère, son indifférence, sa relation avec Marie, tout est assemblé pour construire le portrait d'un monstre, d'un être sans âme, d'un criminel dénué de remords. Meursault, lui, ne se reconnaît pas dans cette histoire. Il est étranger à sa propre narration. Il a le sentiment que sa vie lui est volée, réécrite par d'autres, pour satisfaire leurs besoins de cohérence et de moralité. Cette expérience de la dénaturation de sa propre histoire est une forme d'aliénation profonde. Il est un personnage dans le récit des autres, un objet de leurs interprétations, mais il n'est plus le sujet de sa propre vie. L'avocat, par exemple, le défend en parlant à la première personne, en utilisant des « je » pour décrire des pensées et des émotions qui ne sont pas les siennes. C'est une appropriation de son identité, une tentative de le faire entrer dans les moules narratifs attendus. Selon les mots de Roland Barthes, le récit n'est pas seulement un agencement de faits, mais une manière de donner du sens au monde, et Meursault refuse cette assignation de sens. Pourtant, c'est dans la solitude de sa cellule, dépouillée de tout artifice, que Meursault commence à reconstruire, ou plutôt à affirmer, sa propre vérité fragmentée. Il se remémore les détails de sa vie passée, les moindres sensations, les images les plus insignifiantes. Il ne cherche pas à les relier par un sens unique, mais les accepte dans leur singularité. Il réalise que sa vie, même sans la narration conventionnelle, est la sienne, authentique dans sa dispersion. Il accepte l'absurdité de son existence, l'absence de sens préétabli. En refusant la confession et le repentir auprès de l'aumônier, il refuse une dernière fois d'intégrer son histoire dans une narration divine, une histoire de salut et de rédemption. Il choisit de mourir sans l'illusion d'un sens supérieur, d'un au-delà. Sa vérité est celle de l'instant, de la matière, de l'indifférence du monde. C'est une antinarration, une affirmation que la vie peut être vécue sans le besoin de la fiction rassurante d'un sens unique. Et c'est en cela que Meursault, par son existence même, nous invite à déconstruire nos propres narrations, à nous méfier des explications toutes faites, et à embrasser la richesse d'une vie qui peut être vécue dans sa pureté fragmentée, sans autre sens que celui que nous lui donnons ici et maintenant. Nous avons cheminé aux côtés de Meursault, à travers ses silences, ses indifférences et ses fulgurances, et de cette immersion est née une compréhension qui ne s'exprime pas en mots simples, mais résonne au plus profond de nous, comme une vérité longtemps pressentie et enfin révélée. Le malaise initial face à son étrangeté a laissé place à la reconnaissance d'une part de nous-mêmes, de cette quête d'authenticité que l'on traque derrière les masques sociaux. Le monde de Meursault, d'abord déroutant par sa nudité, a progressivement éclairé les recoins de notre propre conscience, révélant la fragilité des fondations sur lesquelles nous construisons nos existences et la puissance insoupçonnée de la vie vécue sans filtre. Cette exploration de l'étranger n'est pas une simple analyse littéraire, mais une méditation sur la condition humaine, sur notre rapport au sens, à la mort et à la liberté. Meursault, par son refus de jouer la comédie, par son incapacité à mentir aux sentiments, nous a montré une voie d'être qui, bien que radicale, est traversée par une intégrité profonde. Il est le miroir dans lequel nous pouvons, si nous osons, regarder nos propres compromis, nos propres fuites, et la force avec laquelle nous nous conformons aux attentes d'un monde qui demande à être constamment justifié. Son indifférence est devenue un acte de courage, une affirmation de sa singularité face à l'univers muet. Ce n'est pas un chemin vers le désespoir que Camus nous propose, mais une invitation à la lucidité la plus intense. En acceptant l'absurdité fondamentale de l'existence, en embrassant ce vide où le monde ne répond pas à nos interrogations, Meursault a trouvé sa véritable grandeur, une liberté inébranlable. Il nous montre que l'authenticité ne réside pas toujours dans les grandes émotions ou les justifications morales, mais parfois dans la simple présence au monde, dans l'acceptation de son insignifiance cosmique et de sa précieuse singularité. Car c'est en se libérant du besoin de trouver un sens préétabli que l'homme est libre de créer le sien, dans chaque souffle, chaque regard,
chaque geste, s'ouvrant, comme Meursault le percevait, à la tendre indifférence du monde. Cette nouvelle perspective, cette capacité à regarder l'existence en face sans illusion, est une force que chacun de nous peut cultiver. Elle nous invite à nous réapproprier notre propre vie, à chercher au-delà des apparences et des conventions. Si ce cheminement a résonné en vous, s'il a éclairé une part de votre propre voyage, alors continuez cette exploration avec nous. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres esprits en quête de sens. Laissez un commentaire pour partager vos propres réflexions sur ce personnage troublant, et ensemble, poursuivons cette aventure de la pensée. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.